Donc, les deux principes de justice de Rawls. On a vu dans la capsule avant que John Rawls, dans sa théorie de la justice, s'intéresse seulement qu'à deux questions. Il y a une procédure qui se donne pour essayer d'assurer la neutralité dans le raisonnement, la démarche, donc c'est la fiction de la position originelle avec le voile d'ignorance, et ça va l'amener à adopter deux principes de justice. Chacun des principes de justice constitue les réponses de Rawls aux deux questions qui s'étaient posées au départ. Donc, je vais reprendre chacun de ces deux principes-là pour voir comment est-ce que, selon Rawls, sa méthode nous amènerait à adopter ces principes-là. Vous avez les énoncés des deux principes de Rawls dans vos notes de cours, dans le haut de la page 44. Donc, haut de la page 44, ici, résultat, les deux principes de justice qui en découlent, donc deux principes de Rawls qui sont les deux réponses en même temps à ces questions. Je vous fais la lecture du premier principe, je vais le reprendre dans mes mots ensuite, c'est assez simple. Premier principe, Rawls, donc là je cite son libellé, Rawls va écrire « Chaque personne doit avoir un droit égal au système total le plus étendu de liberté de base, égal pour tous, compatible avec un même système pour tous. » Ce que ça dit tout simplement, c'est que il faut donner le maximum de droits fondamentaux de manière égale pour tous. Donc, on donne les mêmes droits à tous. Et la seule limite des droits sont là où commencent les droits des autres personnes. Donc, énoncer très simplement, c'est tout simplement ça, de donner le maximum de droits et libertés fondamentales à tous, de manière égale, sans discrimination, donc. On ne regarde pas est-ce que c'est un immigrant récent, est-ce que ça fait 2 générations, 3 générations, est-ce que c'est un riche, un pauvre, classe sociale, etc. On donne de façon égale et la seule limite aux droits fondamentaux, c'est le respect des droits fondamentaux des autres. Donc, c'est assez simple. Rawls va énoncer ce principe de justice-là en 1971. Donc, c'est déjà dans ses articles avant. Mes théories de la justice vont être publiées en 71. Et si on veut voir l'application concrète du principe de justice, bien, on peut penser aux chartes des droits et libertés. Rawls publie en 71. En 1975, au Québec, est adoptée la Charte québécoise des droits et libertés, qui se trouve être tout simplement une illustration pratique du premier principe de justice de Rawls. Et même chose au Canada, en 1982, quand on va adopter la Charte des droits et libertés, la Charte canadienne, ben, c'est une autre application pratique du principe de Rawls. Donc, Rawls ne fait pas une énumération des droits fondamentaux parce qu'il s'était mis comme contrainte, dans le fond, de ne pas y aller de façon trop précise en se disant si je me mets à nommer les droits fondamentaux et si j'oublie un droit, on est pris avec un vide. Donc, il allait simplement avec le principe. Mais quand il dit on doit donner le maximum de droits de manière égale pour tous, concrètement, c'est tout simplement les chartes des droits et libertés. Donc, comme on a ici au Québec avec la Charte québécoise adoptée en 75 ou au Canada en 82, la Charte canadienne. Dans les deux cas, c'est deux exemples, puis on pourrait prendre d'autres exemples dans d'autres pays. Là. C'est deux exemples concrets de mise en application de Rawls. Donc, ici, quel est le raisonnement de Rawls? Ben, c'est ici, si je ne sais pas d'avance si je vais être un homme ou une femme, si je vais être quelqu'un qui est au Québec depuis, au Québec ou aux États-Unis ou peu importe, là, qui est dans cette société-là depuis 10 générations, ou un immigrant récent, mais qui a obtenu sa citoyenneté, si je ne sais pas si je vais être un homme, une femme, si je ne sais pas si je vais avoir telle ou telle croyance ou conviction, ben, je suis mieux de donner les mêmes droits à tous. Parce que, encore là, vu que c'est l'idée, un peu comme le gâteau, là, l'individu qui coupe le morceau, l'enfant qui coupe le morceau, c'est pas va choisir en dernier, donc il a intérêt à défavoriser le moins de gens possible. Donc l'oral se dit la même chose. Si je ne sais pas qui je vais être dans cette société-là, j'ai tout intérêt à donner les mêmes droits de façon égale pour tous parce que
Si je suis quelqu'un de favorisé, bah, peut-être que j'aurais aimé mieux que tout le monde n'ait pas les droits, mais je suis quand même favorisé. Alors que si je suis quelqu'un de défavorisé, j'ai tout intérêt à être en plus protégé par des droits qui viennent me protéger. Donc, même chose, il va se dire, ben, si on prend par exemple la liberté d'expression, si je ne sais pas si mes avis politiques vont être conformes à la majorité ou si mes avis politiques vont être minoritaires, si je vais être dans un groupe qui conteste certaines orientations politiques, qui conteste spécifiquement, ou si au contraire je vais être dans un groupe qui les défend, j'ai tout intérêt à ce que tout le monde ait la liberté d'expression. C'est le moins contraignant. Même chose sur la liberté de croyance, qui fait partie de la charte, des chartes aussi. Même principe. Alors, je se dis, ben, si je ne sais pas d'avance, est-ce que je vais être un fervent croyant en telle divinité, religion, ou fervent croyant en telle autre religion, divinité, ou si au contraire, je vais être un fervent athée qui nie toute existence, ou est-ce que je vais être un agnostique qui ne sait pas? Ben, dans toutes les positions, la moins contraignante, Rawls va se dire, ben, c'est d'accepter la liberté de croyance. Comme ça, supposons que j'arrive et que je suis agnostique ou athée. Les croyants vont probablement me déranger dans leurs croyances, mais je vais être moins affecté que si on impose, par exemple, une religion par l'État. Ou à l'inverse, supposons que j'arrive où j'ai une croyance très forte, vitale pour moi, ben, je vais être moins affecté si on laisse d'autres croyances aussi en parallèle. Et si on laisse aussi l'athéisme en parallèle, je vais être moins affecté par ça que si on impose une position qui pourrait être une autre position, qui pourrait être la position agnostique, athée ou l'autre croyance religieuse qui ne correspondrait pas à la nôtre si on a une croyance religieuse. Ou même chose si notre croyance est l'athéisme ou l'agnosticisme. Ben, dans toutes ces situations-là, Rawls va dire on a tout intérêt à donner le maximum de droits, incluant par exemple la liberté de croyance et la liberté d'expression qui peut aller avec ça, et de les donner de façon égale pour tous. Ça va être la même chose donc avec la liberté d'entreprise, ça va être la même chose avec le droit les droits fondamentaux à ce que notre réputation soit préservée. Ça va être la même chose pour donner les mêmes droits aussi à ce que notre image, pas juste la réputation, mais que notre image soit préservée, que quelqu'un ne puisse pas, non seulement pas faire de la diffamation, mais non pas aussi essayer de nuire à l'image, la respectabilité publique de quelqu'un en déformant des propos, en essayant de nuire. Donc, ici, c'est toujours le même principe assez simple, c'est que Rawls se dit, si on ne sait pas d'avance qui on va être, on a tout intérêt à donner le maximum de droits de façon égale pour tous. Juste, peut-être pour recontextualiser cette question-là, parfois, elle nous semble aller de soi parce que on a grandi dans des sociétés où, pour la plupart, et très certainement dans votre cas à vous, on a grandi dans des sociétés où il y avait déjà les chartes des droits et libertés. Comme je mentionnais tantôt, dans le cas du Québec, la charte québécoise des droits et libertés, elle a été adoptée en 1975. Au Canada, en 1982. Donc, quiconque est né après ça a grandi dans des sociétés où on donnait déjà le maximum de droits et libertés fondamentales de façon égale pour tous. Donc, si on est né dans des sociétés où il y a ces chartes-là, on est déjà né avec l'application du principe de Rawls. Donc, ça peut nous sembler aller de soi. Mais ce principe-là ne va pas nécessairement de soi. Quand Rawls l'énonce, ben, aux États-Unis, ce que je mentionnais dans l'autre capsule, si vous faites une recherche, vous allez voir le contexte social aux États-Unis, parce que Rawls est enseignant à l'université Harvard, donc c'est le contexte états-unien. Si vous regardez dans la décennie des années 60 aux États-Unis, c'est les mouvements pour la reconnaissance des droits civiques. Les personnes d'origine
afro-américaines aux États-Unis n'avaient pas le droit d'aller dans les mêmes sections des autobus. Il y avait de la ségrégation raciale, il y avait de la discrimination même dans les écoles, dans les restaurants, dans les services publics, les transports en commun, etc. Donc, les droits n'étaient pas du tout les mêmes pour tous. Euh, donc, la question pour Rawls n'allait pas de soi. Même aujourd'hui, elle ne semble pas toujours aller de soi pour tout le monde. Quand on entend des individus dire, par exemple, par rapport à des immigrants, s'ils ne sont pas contents, qu'ils retournent chez eux ou qu'ils fassent comme eux, en réalité, cette remarque-là, elle est inconsistante parce que dans nos sociétés, il y a probablement très peu de valeurs communes au niveau des valeurs politiques, des valeurs sociales, des croyances ou de la non-croyance par rapport aux religions ou l'absence de religion, par rapport aux options sur l'environnement, sur ce qu'on pense des droits ou non à accorder aux animaux, etc. Il y a beaucoup plus de différences que de points communs dans nos sociétés occidentales. Un des rares éléments qui est commun, c'est d'adhérer aux chartes des droits. Donc, si quelqu'un dit, si les immigrants ne sont pas d'accord, par exemple, qu'ils retournent chez eux, en fait, c'est une contradiction parce que un immigrant qui revendique des droits à ses libertés de conviction, ses libertés de croyance, ses libertés d'expression, etc., dans le fond, il est entièrement en phase avec un des rares éléments communs aux individus qui composent nos sociétés occidentales contemporaines, c'est une reconnaissance de droits individuels. Donc, le principe de Rawls, il semble ne pas être accepté par tous, ou en tout cas, il semble plus difficilement accepté quand on est confronté à des individus qui, justement, n'ont pas les mêmes positions que les nôtres. Tant qu'on pense à peu près pareil, donner la liberté d'expression, c'est comme rien, là, tu sais, on donne la liberté à quelqu'un de dire exactement la même chose qu'on pense. On n'a pas besoin d'un droit pour ça. Les droits ont besoin d'être formulés sous forme juridique, à plus forte raison quand il y a des risques qu'ils ne soient pas respectés. Donc, premier principe de Rawls, on perd peut-être des fois de vue l'enjeu, mais il n'allait pas de soi à l'époque où il a été formulé, il n'allait pas de soi quand les chartes ont été adoptées, et encore aujourd'hui, il ne va pas toujours de soi. Vous avez vu la conférence de Charles Taylor c'était en février, fin février. Ben, sur ces questions-là, par exemple, sur la laïcité, il y a cet enjeu-là. Est-ce qu'on donne les mêmes droits fondamentaux à tout le monde ou est-ce qu'on considère que certaines professions ont une articulation des droits qui doit être différente du reste de la population? Donc, ça tourne sur l'interprétation, la mise en place du premier principe de Rawls. Donc, ça, c'est le premier principe de Rawls. Je vous mentionne certaines polémiques. Je disais, il va peut-être pas de soi pour tous, mais quand même, bon, quand on le regarde, on se dit, bon, ben, oui, effectivement, si on ne sait pas qui on va être dans cette société-là, on a tout intérêt à donner le maximum de droits de façon égale pour tous. Le premier principe, donc, est quand même controversé et il y a certains cas délicats. C'est sûr que ça fait un peu étrange dire que le principe est controversé parce que c'est comme dire que les chartes des droits, c'est quelque chose de controversé. Et par principe, en même temps, on se dit, ben, comment est-ce qu'on peut être contre les droits et libertés? Là où il y a controverse, et je vous mentionne le débat, et en fait, le Québec a été au centre de cette controverse-là, c'est que le premier principe de Rawls énonce forcément des droits individuels. Pour bien le saisir, ici, il faut voir le contraste entre ce qu'on appelle des droits individuels, d'un côté, et de l'autre côté, des droits collectifs. Un droit individuel,
c'est les droits au sens, ce qu'il y a de plus fréquent là, que vous avez probablement entendu, c'est des droits où c'est les individus qui vont pouvoir se réclamer de ces droits-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un droit des droits individuels. C'est l'individu qui va se réclamer de ce droit-là. Droit collectif, au contraire, c'est des droits ou un droit ou des droits, selon qu'il y en a un ou plusieurs, qu'on accorde à une collectivité et qui peut venir restreindre ou bafouer les droits de certains individus. Le premier principe de Rawls est nécessairement un principe qui s'inscrit dans des droits individuels pour la simple et bonne raison que pour Rawls, si on doit donner les mêmes droits pour tous, le maximum de droits et libertés fondamentales qu'on accorde de façon égale pour tous, ça c'est le principe de Rawls, ben, il faut nécessairement que ce soit les individus qui puissent se réclamer de ces droits-là pour s'assurer que tout le monde a le maximum de droits de façon égale pour tous. Parce que si on dit, par exemple, qu'on donne la liberté d'entreprise, mais pas à tout le monde, ben, c'est juste une classe sociale qui pourrait s'en revendiquer, donc ce ne serait pas les mêmes libertés pour tous. Si on donne la liberté d'expression, mais seulement à ceux qui ont telle orientation politique et qu'on ne donne pas la même liberté d'expression à des individus qui ont une autre orientation politique, ben à ce moment-là, on ne donne pas réellement la liberté d'expression. On doit la donner de façon indépendante des positions politiques, sociales, peu importe les sujets, là, si on veut réellement donner cette liberté d'expression-là. Donc, c'est en ce sens-là que ça doit être les individus qui doivent pouvoir se réclamer de leurs droits, comme le droit à la liberté d'expression, comme le droit à la liberté d'entreprise, comme le droit à la liberté de croyance, comme le droit à la préservation de sa réputation, etc., etc. Donc, c'est des droits individuels. Quel exemple est-ce qu'on pourrait trouver d'un droit collectif? Donc, un droit qui viendrait brimer certaines libertés individuelles. Un exemple de ça, c'est un cas qui a été discuté dans les débats philosophiques à l'international et qui a été discuté à partir d'un exemple concret qui vient du cas du Québec. Tantôt, je mentionnais que la Charte québécoise des droits et libertés qui a été adoptée en 1975, qui est une mise en application du premier principe de Rawls. Si on veut trouver un droit collectif qui ne respecte pas le principe des droits individuels, mais qui met de l'avant un droit plutôt collectif, on peut en trouver un exemple au Québec et on n'a qu'à aller 2 ans plus tard, 1975, adoption de la Charte québécoise des droits et libertés. En 1977, qu'est-ce qui est adopté au Québec? La Charte de la langue française, ce qu'on appelle la loi 101. La loi 101, c'est un droit collectif, un droit qui vise à assurer une survie ou une préservation de la langue française sur le territoire du Québec, en Amérique du Nord. Mais ça, c'est qu'on va dire, on donne un droit à la collectivité, au peuple québécois, à la société québécoise, les individus de la citoyenneté québécoise, peu importe comment on appelle ça, de préserver la langue française. Donc, l'idée de préserver la langue française est un droit collectif qui va venir brimer des droits individuels, parce que ça implique que on restreint, par exemple, la liberté d'entreprise. Quelqu'un qui veut faire commerce seulement en anglais, supposons, ou seulement en espagnol, ou seulement en italien, ou peu importe la langue, selon la Charte québécoise de la langue française, cette personne-là ne peut pas avoir un affichage seulement uniquement en anglais ou seulement uniquement en espagnol ou en italien, etc. Il doit avoir la présence aussi de l'affichage en français majoritaire. Même chose,
le personnel dans le commerce doit pouvoir répondre aux clients en français. Donc, le cas de la loi 101, c'est un exemple de droit collectif qui vient brimer des droits individuels, notamment par rapport à la liberté d'entreprise. Pas seulement, mais c'est le cas le plus évident. Donc, il y a controverse ici sur le premier principe parce que si on adopte la position de Rawls et si on défend la position de Rawls au sens strict, une loi comme la loi 101 est une aberration. D'ailleurs, c'était la position de Rawls. Il y a eu des débats entre Rawls et plusieurs autres philosophes, entre autres Charles Taylor, qui défendait l'idée aussi de... Charles Taylor, c'est-à-dire défendait l'idée que la loi 101 était acceptable dans le contexte. Il y a différents philosophes aussi qui font partie d'une position qu'on appelle les communautariens. Ils vont défendre l'idée qu'il peut y avoir certains droits collectifs qui passent avant des droits individuels. Donc, il y a des philosophes qui se retrouvent dans des positions qu'on appelle des fois communautariennes. Le terme est des fois controversé là, parce que le sens de communautarien n'a pas le même sens en Amérique du Nord qu'en Europe. Mais disons, dans le contexte de l'Amérique du Nord, c'est communautarien. En Europe, ça n'a pas le même sens. Rawls trouvait ces positions-là inacceptables parce que la position de Rawls, c'est qu'il va dire, si on prend la loi 101, il va dire, c'est inacceptable. Si les gens considèrent que la langue française doit être maintenue et préservée en Amérique du Nord, les gens vont la parler. Donc, on ne doit pas brimer, si on ne sait pas qui on est, on ne doit pas brimer les individus dans leur choix. Et un exemple qu'utilisait Rawls, c'est qu'il va dire, quel est l'argument pour venir restreindre des droits individuels dans le but de préserver la langue française, dans le cas de la loi 101, dans ce cas-là. C'est-à-dire, un argument qui est évoqué, c'est celui de l'identité. C'est de dire, la langue française serait un trait de l'identité québécoise ou canadienne-française, donc qui mériterait qu'on restreigne certains droits individuels pour assurer le droit collectif à la préservation. Rawls s'objectait, parce qu'il est décédé, s'objectait à cet argument-là. Et l'exemple qu'il utilisait, c'est qu'il disait, supposons qu'on se place au 19e siècle et qu'on pose la même question au 19e siècle et qu'on demande qu'est-ce qui fait partie de l'identité, le 19e siècle, on ne dirait pas québécoise, on dirait l'identité canadienne-française. Quels seraient les traits de l'identité canadienne, française, ou en tout cas ce qui couvre le territoire du Québec? Rawls dit à ce moment-là, oui, on mentionnerait probablement encore la langue française comme langue majoritaire ou en tout cas comme caractère spécifique, ça dépend où on se place. Là. Il y avait présence aussi évidemment de la langue anglaise, mais il dit probablement que pour le Bas-Canada, français est important. Mais il dit, il y aura un autre trait. Il y aurait aussi la chrétienté. Au 19e siècle, dans le territoire géographique qui est aujourd'hui le Québec, la majeure partie des individus avaient une croyance chrétienne. Pour les francophones, c'était majoritairement dans la branche catholique. Pour les anglophones, c'était majoritairement dans la branche protestante. Mais autant pour les protestants que pour les catholiques, ça faisait partie de la chrétienté. Donc, Rawls va dire, si on avait demandé au 19e siècle de préserver des traits identitaires, on aurait peut-être voulu mettre une préservation de la langue française dans les traits à préserver, mais on aurait probablement aussi voulu préserver le caractère chrétien des gens qui habitaient ici. Alors que Rawls veut dire, si on se transpose à aujourd'hui, et si on demandait aux gens, est-ce que vous voudriez qu'il y ait un droit collectif, une loi qui vienne préserver une croyance, une croyance religieuse, Rawls veut dire, le constat, c'est fort probablement que la majeure partie des gens
ne voudrait pas qu'il y ait une loi qui impose la présence dans l'espace public d'une position de croyance religieuse. Donc, Rawls veut dire, c'est la même chose, c'est similaire. Ça pouvait être un trait identitaire au 19e siècle. Une forte majorité ne voudrait pas se faire imposer ça comme trait identitaire aujourd'hui. Donc, on va dire c'est la même chose avec le français. Peut-être que là, pour certains, ça peut être un trait identitaire important, mais dans un siècle, ben, si c'est un trait encore important, les gens vont avoir trouvé les moyens de faire perdurer la langue française sans qu'on restreigne des droits individuels. Et si à l'inverse, elle disparaît, comme des croyances qui ne sont plus les mêmes, qui changent, ben, Rawls va dire c'est que ça faisait pas partie de l'identité en transformation des individus sur ce territoire-là. Donc, pour cette raison-là, Rawls restait opposé à toute forme de droit collectif, y compris lorsque c'est formulé comme moyen de préserver un trait identitaire d'un groupe donné, comme dans le cas de la loi 101. Ça, c'est la position de Rawls. De l'autre côté, il y a des philosophes qui sont contre la position de Rawls et donc, d'où entre autres les positions qu'on appelle communautariennes, c'est qu'ils vont, position communautarienne, c'est qu'ils vont dire, pour préserver certaines communautés, pour préserver des traits communautaires, on peut avoir des droits collectifs qui viennent brimer certains droits individuels. Et le cas qui était discuté, c'était celui de la loi 101. Et l'argument qu'ils mettent de l'avant pour répondre à l'objection de Rawls, c'est qu'ils vont dire que dans le parallèle entre le 19e siècle et aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même chose. Parce que pour ce qui touche les croyances d'ordre, les croyances religieuses, ils vont dire, c'est pas la même chose parce que forcer quelqu'un à croire est un non-sens. Je crois ou je ne crois pas. Mais si on m'oblige à croire quelque chose, je ne le crois pas réellement. Je me conforme en apparence, mais ce n'est pas réellement une croyance. Donc, certains vont dire ce qu'on doit préserver, c'est la liberté de croyance, mais mettre un droit collectif pour imposer une croyance qu'on voudrait préserver est un non-sens dans les termes, parce que par principe, croire, c'est quelque chose qui ne peut pas être imposé par une société, sinon, c'est pas une croyance authentique, sincère, c'est soit de l'endoctrinement, soit de la contrainte sociale. À l'inverse, ils vont dire, pour ce qui est de la langue, il y a une nuance, parce que comme entité politique, une société doit nécessairement pouvoir débattre. Et pour pouvoir débattre, il faut au minimum avoir en partage une langue commune qui permet les débats. Et là, certains philosophes qu'on appelle communautariens opposaient à Rawls l'idée que s'il n'y a rien qui préserve une langue commune sur un territoire, bien, il y a certains territoires où il y a déjà des langues communes. Donc, même s'il n'y a pas de loi qui vient préserver une langue commune, les raisons historiques font en sorte qu'une langue s'est imposée majoritairement. Donc, ça ne change rien. Il n'y a pas le besoin. Mais il va dire, ces philosophes-là vont dire, il y a certains territoires où, historiquement, il n'y a pas simplement une langue qui domine. Ils vont dire, c'est le cas du Québec en Amérique du Nord. La portion géographique qui est occupée qui correspond au Québec, ben, elle est peut-être majoritairement francophone en ce moment, mais elle est minoritaire dans l'Amérique du Nord. Ils vont dire, ben, à ce moment-là, il doit y avoir une langue commune. Si il n'y a pas de langue commune sur un territoire, supposons au Québec, ben, il n'y aurait pas de vie politique non plus s'il y avait une région où se regroupaient les francophones, une région où se regroupaient les anglophones, une autre région où ce serait des gens, par exemple, qui feraient affaires et commerce seulement en,
supposons en italien ou d'autres en espagnol ou peu importe les langues, c'est qu'ils vont dire si le territoire se fractionne en entités régionales liées à l'usage exclusif de certaines langues, et s'il n'y en a pas une langue commune, il n'y a même plus de vie politique possible parce que on doit pouvoir débattre. Donc, certains opposaient à Rawls l'idée que le premier principe de justice, le maximum de droits donnés de façon égale pour tous, ne pouvait pas être toujours valable, alors que pour Rawls, il devait être toujours valable. Certains avançaient dans le débat, ou avancent encore dans le débat, parce que le débat n'est pas clos. Certains avancent que ce premier principe-là devrait des fois être restreint par des droits collectifs. Et le cas qui est le plus souvent discuté et où c'est le plus polarisé là, entre les différents camps, ben, c'est le cas, entre autres, de la loi 101 au Québec. Donc, si vous voulez avoir un exemple d'application du premier principe de Rawls, vous pouvez penser à la Charte québécoise des droits et libertés adoptée en 1975. Et si vous voulez avoir un exemple de contestation d'une application absolue du premier principe de Rawls, vous pouvez penser à la Charte québécoise de la langue française adoptée en 1977, qui venait mettre une clause d'exception dans les droits par rapport à la langue. Donc, premier principe de Rawls, si on remonte à l'origine, ça venait d'une question. Quels droits et libertés est-ce qu'on doit accorder aux individus qui vivent dans une même société? La réponse de Rawls était on donne le maximum de droits de manière égale pour tous, sans distinction, avec pour seule limite la compatibilité des droits entre eux. Par exemple, la liberté d'expression qui se limite par le droit de ne pas être diffamé ou le droit de ne pas être menacé, etc. Cette position-là, pour Rawls, venait de sa méthode où il disait, ben, si on est à l'origine d'une nouvelle société avec un voile d'ignorance, qu'on ne sait pas d'avance qui on va être dans cette société-là, on aurait intérêt à donner le maximum de droits de manière égale pour tous. Dans le cas du Québec, la position de Rawls serait, ben, si je ne sais pas si je vais être francophone, anglophone, hispanophobe, etc., j'ai intérêt à laisser le choix, donc ne pas mettre une contrainte, alors que certains vont considérer que sur des questions comme la langue, il pourrait y avoir des restrictions. Donc ça, c'est le premier principe qui répondait à la première question avec le raisonnement. Si on ne sait pas qui on va être, pour Rawls, on devrait donner le maximum de droits pour tous. Donc, maximum de droits sur les libertés de croyance, liberté d'entreprise, liberté d'expression, droit à l'image, droit à la réputation, etc. Donc, j'arrête ici pour cette capsule-ci. Je reprends avec une autre capsule où on va regarder le deuxième principe de justice de Rawls qui, là, cherche à répondre à sa deuxième question qui est les inégalités économiques et sociales sont-elles acceptables? Si oui, dans quelles conditions?